Allez, on reprend. Courage. Bon, là, on va faire un... Vous avez la crème? Ouais. Bon, on va faire ce petit calcul quand même, parce qu'il est assez classique. Il n'est pas totalement trivial, enfin, il n'est pas compliqué. Et il est emblématique, et il est illustratif, il est bien. L'idée, donc, c'est de déterminer le profil d'écoulement. Donc, je pose comme un exercice. Exercice déterminer le profil de vitesse dans une canalisation cylindrique. À section circulaire, donc, hein, des évolutions comme ça. Et il y a des fluides qui coulent là-dedans. Alors, jusqu'à présent, avant qu'on s'intéresse à la viscosité, on l'a toujours dit implicitement, la vitesse du fluide est la même partout. Mais si le fluide est visqueux, c'est-à-dire si on ne peut plus négliger la viscosité du fluide, ce qui va se passer, c'est que sur les parois, la vitesse va être nulle. Et puis il va s'établir un espèce de profil de vitesse où ça va couler plus au milieu que sur les bords. C'est assez intuitif, on va le calculer, hein, mais c'est très intuitif. Comme chaque couche de fluide frotte sur chaque couche voisine, la vitesse ne peut pas passer brusquement de 0 à la vitesse qui correspond au débit quand on passe de la paroi à l'intérieur. Donc ça s'établit progressivement quand on se rapproche du centre. Et on voit bien par symétrie, bien sûr, que la vitesse maximale va être au centre. Et donc, vous faites couler un fluide visqueux dans une canalisation comme ça, au centre, ça va entraîner un peu sur le bord, mais de moins en moins, bref, ça frotte. Enfin bon, on comprend très très bien, intuitivement, qu'il va s'établir un profil comme ça, où ça coule plus vite au centre que sur le bord. Sur le bord, ça ne coule pas du tout. Hein. La viscosité vous impose que strictement la couche qui est exactement en contact avec la paroi est à vitesse nulle. Alors, comment déterminer ce profil de vitesse? Alors, dans le cas d'un cylindre comme ça, on a une symétrie de révolution qui fait que le calcul est assez facile à faire, donc on va le faire. Alors, c'est très simple, donc on va supposer qu'on a un écoulement permanent, hein, donc on a mis en mouvement le fluide dans la canalisation, on est à vitesse constante en chaque point, pression permanente, par conséquent, on va pouvoir écrire que pour chaque couche de fluide, la somme des forces qu'elle subit, cette couche, est nulle, puisqu'il n'y a pas d'accélération. Alors, je vais vous faire le petit dessin qui permet de résoudre le problème. Alors, je ne suis pas très doué en dessin. Je vais vous montrer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc, je vais considérer comme ça. On va décomposer le problème, en fait, en différentes couches. Donc, je les déploie spatialement. Etc. Vous voyez l'idée. Voilà, donc on va considérer que, puisqu'on voit que la vitesse dépend de la distance à l'axe, évidemment il y a une symétrie de révolution, hein, donc tous les points qui sont à la même distance de l'axe vont à la même vitesse. Ça va être plus rapide au centre, ça va être nul sur les bords, et puis, donc dans un tube comme ça, qui sont en fait superposés les uns aux autres, en chaque point, je peux considérer des petits tubes comme ça, d'épaisseur dr. D'accord ? Et ils s'emboîtent les uns sur les autres, et à l'intérieur
d'un tube comme ça d'épaisseur dr, la vitesse est la même partout. Donc, là, il y a une certaine vitesse qui vaut v de r. Je projette tout sur l'axe ici. Je ne fais pas de vecteur. Enfin, toutes les vitesses sont suivant l'axe x. Mais donc là, il y a un v de r. Là, il y a un v de r. Là, il y a un v de r plus dr. Puis là, il y a un v de r moins dr. Bref. Enfin, je vais... Bon, ouais. Oui, enfin, bon, voilà. OK. Enfin... Donc, et puis, alors, je vais m'intéresser à l'équilibre d'une couche de longueur delta x. Ça peut être un dx élémentaire, d'ailleurs infinitésimal, peu importe. Tout ça est complètement linéaire, il y a une symétrie de translation, enfin, une invariance par translation. Donc, voilà, c'est très simple. Alors simplement, je vais m'intéresser à l'équilibre de cette couche-là. Voilà. Ici. Je vais dire que la somme des forces sur cette couche, c'est 0, puisque l'écoulement est permanent. Alors, allons-y. Voilà, donc je m'intéresse aux forces s'exerçant sur la tranche de longueur delta x. Ah oui, bah, c'est ça, delta x. Pour la couche entre R et R plus dr. Alors, quelles sont les forces? On va les lister, c'est simple. Il va y avoir... il y a la couche du dessous qui va plus vite et qui entraîne cette couche-là vers l'avant, hein, parce que cette couche-là va plus vite. V de R. Et puis la couche du dessus qui va moins vite et qui retient. Et donc on va écrire la somme de ces forces. Et puis ce n'est pas les seules forces. Il y a aussi la pression en X il y a la pression en X qui pousse et la pression en X plus dx qui pousse dans l'autre sens. Alors, on sait déjà qu'il va y avoir cette perte de charge, mais on le comprend bien, effectivement, dans la mesure où il y a une force de... Enfin, on va l'écrire. On a donc une force de frottement qui pousse vers l'avant, et une force de pression ici qui pousse vers l'avant. Et puis, on a la force de la couche externe qui retient vers l'arrière, et la force de pression en avant, en aval, donc, qui retient. Et on va juste écrire la somme de ces forces, on va dire que c'est nul, et puis le problème sera terminé. Donc allons-y, la force exercée par la couche du dessous. Ce que j'appelle dessous, c'est plus près de l'axe. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. La couche interne, voilà, c'est exactement ça. La force exercée par la couche interne. C'est quoi? Eh bien, c'est... Alors, par définition, la force, on a vu, c'est état fois la surface de la couche, hein, c'est comme pour les plaques, hein, c'est la définition de la viscosité, fois le gradient de vitesse. Cette surface, je vais l'écrire... tout à l'heure, on avait des V sur des Z. Ici, c'est par rapport à R. La surface, par ailleurs, ça vaut quoi? Eh bien, c'est quoi la surface de contact? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la surface de contact là où ça frotte. Donc, c'est la surface du disque interne, enfin du cylindre interne, qui a pour circonférence ça, là, c'est-à-dire 2πr. Et pour longueur, delta x.
Donc ceci fait état de PR delta X, oui c'est ça, dV sur dr. Et ça c'est le gradient qu'on a au point R. Et la surface interne tire vers l'avant, donc il y a un signe plus. Alors, puisque ça va plus vite au centre. Sinon, il faudrait que je mette plus UX, mais je projette tout sur l'axe X. Donc ensuite, j'ai la force exercée par la couche externe. Alors celle-là va retenir, va vouloir ralentir la couche que je considère. Donc ça va être moins. Moins quoi? Moins état S fois le gradient, mais au point où on se trouve en R plus dr. Donc ceci vaut état de... Alors, c'est quoi la surface de contact? La surface de contact externe, c'est 2pi R plus dr pour la circonférence fois delta X. Voilà. Et maintenant, c'est donc dV sur dr en R plus dr. OK? La surface de frottement externe est un peu plus grande. C'est pas 2pi R dx, c'est 2pi R plus delta R dx, parce que ce sont des cylindres emboîtés. Voilà. Et puis maintenant, on a les forces de pression. Force de pression en X. Ici, c'est quoi la force de pression? C'est la pression en X fois la surface. Et la surface, c'est... C'est quoi la surface? La surface, c'est celle-là. C'est la surface de contact. La frange, elle est poussée sur toute cette surface-là. C'est donc... Oui. Pardon, excusez-moi, c'est pas tout, je considère que la couche en question. Excusez-moi. Donc c'est ce bout-là. Donc c'est le bout ici en rouge. Je considère la couche, pas tout le truc. Donc la surface sur laquelle on pousse, c'est juste celle-ci. D'accord? Vous le voyez, hein? Oui? Non? Oui? Non? Pas trop? Non. Si? D'accord, ok. Donc, mais alors, et donc ça vaut quoi cette surface? On a un anneau comme ça, en fait, voilà, vu dans l'axe de la canalisation, on a un anneau comme ça, de rayon R et d'épaisseur dr. Non? Alors cette surface, c'est quoi? Alors, vous pouvez me dire pi fois R plus dr au carré moins pi R2, mais me dites pas ça. Directement le résultat. Hein? Ça, vous le coupez, et vous en faites une bande. C'est quoi cette surface? C'est la longueur fois l'épaisseur. La longueur, c'est 2pi R, et l'épaisseur, c'est dr. Non? Donc la surface, c'est 2pi R dr. Pardon? Non. C'est la bleue. Hein, vu dans l'axe de la canalisation, c'est ça. Il y a l'intérieur qui tire vers l'avant, l'extérieur qui freine vers l'arrière, et puis il y a la pression qui pousse plein pot dans la couche. Donc ça, c'est à l'avant, à l'arrière, en amont, ça pousse avec la pression Px, fois la surface, bien sûr, c'est la force. Et puis, force de pression en x plus dx. Là, ça pousse dans l'autre sens, donc c'est moins P de x plus dx fois la même surface. Hein, ça, sinon, la même surface debout. Voilà. Donc le bilan des forces, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale 0. OK? Eh bien, quand on fait ça, on obtient...
on obtient, là, de force égale 0. Donc ça fait état fois 2QR delta x. Alors je vais simplifier un peu les trucs. Déjà il y a des 2pi partout. Ça va diminuer ça. Alors donc état R dv sur dr en R moins, j'ai oublié moins état R plus dr dv sur dr en R plus dr égale P de x plus dx. Ça plus ça égale, enfin, ça plus ça plus ça plus ça égale 0, donc ça plus ça égale moins ça, donc P de x plus dx. Le 2pi est parti, on a dr. J'ai tout ça fois delta x, et le dr je vais le mettre en bas. Donc j'ai P de x plus dx moins P de x sur delta x, et j'ai tout ça divisé par dr. Sauf erreur. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas. Mais je pense que c'est bon. Enfin, à vous de me dire si j'ai oublié un terme. En principe, ça doit être ça. On va voir. De toute façon, on va voir si ça donne ce qu'il faut. Donc, j'ai état R. J'ai mis 2pi. J'ai viré les 2pi. J'ai laissé des R, donc j'ai R dv sur dr là, et le dx je vais diviser par dx. Donc en fait j'ai divisé par 2 pi r dx, par 2 pi dr dx en fait. Hein? Où? À droite, avec le p. Ah oui. Là? Là, il y a un R. Ouais, alors, d'accord. Donc, je vais diviser par 2, merci. Je vais diviser par 2 pi r dr delta x. Donc, là, il n'y a plus de R, c'est ça? Mais à côté, c'est R plus dr, au milieu, les 5 dessus. Non, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça. 1 plus dr sur R. Voilà, merci. On est d'accord, hein? Enfin, ça, c'est vrai. Est-ce que c'est astucieux de faire comme ça? C'est une autre question, mais ça, je sais comment. Je sais où je veux aller. Donc j'ai état fois dv sur dr r moins dv sur dr en r plus dr. Le tout divisé par dr. Moins état. Ah non. Ah non. Et donc là, il n'y a plus de d. Donc ça prend encore ça. Ah si, pardon, c'est pas bien. Donc là, j'ai pris le terme là, cela. Et maintenant, je m'occupe de celui-là, dr sur dr. Donc là, j'ai plus état fois 1 sur r dv sur dt. Dv sur dr, pardon. En R plus dr ou en R, c'est pareil. Je vais le mettre en R plus dr. Et la dérivée ne change pas. C'est le deuxième ordre, on verra. On va voir. On va introduire trop de choses à la fois. Et ça c'est delta, c'est moins, non, c'est plus delta P sur delta X. Ok? La variation de la pression. Voilà, on y est. On y est, parce que ceci, c'est la dérivée seconde de V par rapport à R. Enfin, c'est moins la dérivée seconde de V par rapport à R. Donc ça, c'est moins
θ d2v sur dr2. C'est la valeur de la dérivée en R plus dr moins la valeur de la dérivée en R divisé par dr. C'est la définition, quand dr tend vers 0, c'est la définition de la dérivée seconde. Et puis là, on a donc moins θ moins 1 sur... je vais mettre que prendre la dérivée en R plus dr ou la prendre en R au premier ordre. Évidemment, quand on fait la différence des deux, c'est la dérivée seconde fois dr. Mais au premier ordre, la dérivée en un point ou au point infiniment voisin, c'est la même. Donc je réécris ça, et finalement, j'ai l'équation finale qui me dit que d2v sur dr2 moins 1 sur r dv sur dr en plus égale moins delta p sur delta. Donc voilà l'équation à laquelle je voulais arriver. Donc vous pouvez juger ça fastidieux ou pas. Vous êtes quand même d'accord qu'on a juste écrit 4 termes. Le frottement sur la couche du dessous, le frottement sur la couche interne, le frottement sur la couche externe, la pression qui pousse en avant, la pression qui pousse en aval, et on écrit que la somme égale 0 et on obtient ça. Oui. Le état, il est là, merci. Merci. Voilà. On s'est compris, justement, parce que la vitesse était... Non. Oui. Oui, la vitesse dans une couche... la vitesse dans une couche ne varie pas, ou peu, mais entre le centre et l'extérieur, la vitesse varie. C'est ça qu'on veut calculer, le profil de vitesse radiale. Et on a effectivement trouvé une équation qui donne la variation de V en fonction de R. Donc ça, en fait, maintenant, il n'y a plus qu'à intégrer cette équation et on obtient le profil en vitesse. Donc c'est vraiment très très simple. Conceptuellement, c'est très très simple. Ça me paraît pas difficile à faire parce que vous avez vu comment j'ai fait. J'ai écrit les 4 forces qui s'exercent sur cette couche. Il faut juste faire attention à écrire les bons termes. Mais enfin, il n'y a aucune difficulté. C'est une application directe de ce qu'est la force visqueuse. C'est le coefficient de viscosité fois la surface de contact, bien sûr, fois le gradient de vitesse. Donc c'est tout à fait le gradient orthogonal. La différence de vitesse divisée par l'épaisseur. Voilà, donc il n'y a plus qu'à intégrer ça. Ben ça s'intègre trivialement. Vous cherchez une solution dédonnaire de la forme A plus BR2, et vous allez voir que ça fonctionne. Équation du second ordre, a priori donc 2% d'intégration. En fait, il suffit, donc je vous dis qu'elle est de cette forme-là, mais en la regardant bien droit dans les yeux, cette équation, vous pourrez le voir. On va dériver tout de suite, vous allez voir comment ça marche. Le truc, c'est que la dérivée première fait intervenir un R, et en divisant par R, du coup, ça va être un nombre, et la dérivée seconde, c'est un nombre. Donc ça fonctionne, c'est vraiment trivial. Oui. Donc c'est normal, on a des petits dés comme je l'ai pas dit, des delta de l'autre côté. Oui, parce que ça, c'est une petite tranche en épaisseur. Par contre, sur la longueur, on peut prendre la longueur qu'on veut. C'est parce que la chute de pression est proportionnelle à la longueur. Vous pouvez mettre des petits dés aussi, mais peu importe en fait. Si vous voulez, je me suis intéressé à une tranche qui a une certaine longueur. Cette longueur, elle peut être petite, mais pas nécessairement. J'aurais pu l'appeler grand F d'ailleurs. Dans la tournade, l'appeler sur F. D'accord? J'ai fait aucune hypothèse sur la taille de la couche dans le sens longitudinal. Par contre, là, on va écrire les dérivées secondes, les premières. Il faut que j'ai une petite couche d'épaisseur. Parce que justement, V dépend de R, mais ne dépend pas de X. Donc, suivant X, c'est pas gênant, on peut prendre une. Donc la seule variable d'intégration, ce sera R. C'est R, absolument. Oui, c'est pour ça que c'est des droits aussi. V, oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça. V ne dépend pas de X. Dans la canalisation, la vitesse est la même partout. C'est par conservation du débit. Par contre, en R,
Mais à un R donné, ça ne dépend pas de X. Donc il n'y a qu'une seule variable ici, effectivement, c'est pour ça que j'ai des D. Donc voilà, je dérive ça une fois et j'obtiens 2B fois R. Et puis si je le dérive deux fois, j'obtiens 2B. Par conséquent, l'équation devient 2B, dérivée seconde, plus plus 2B, oui, c'est ça l'idée, égale moins delta P sur delta X. Par conséquent, j'ai B qui vaut moins delta P sur 4 états delta X. C'est simple. Et puis maintenant, que vaut A? Comment j'obtiens A? Eh bien, j'obtiens A en disant que la vitesse sur le bord, c'est 0. Le fluide colle à la paroi au bord externe. Donc V de R égale grand R. Si on se met... Donc j'appelle grand R le rayon de la canalisation. V de R égale grand R égale 0. Ça implique que grand A plus V grand R2 égale 0. Et que par conséquent, A, c'est moins V grand R2. Voilà. Et donc, j'ai le profil de vitesse. Vous voyez, bon, il y a plusieurs étapes, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut vous demander de retrouver en vous guidant, comme ça, en faisant écrire la force de frottement interne, la force de frottement externe, les forces de pression, établir le bilan des forces, intégrer l'équation. Probablement, on vous dira chercher une solution de la forme comme ça, déterminer A et B, prof, et en déduire le profil de vitesse. Donc c'est cet exercice-là qu'on vient de faire un peu dans le cours, mais c'est un exercice a priori qui est à votre portée si vous êtes guidé. Donc V de R égale donc A, on a dit donc moins B, alors ça fait moins delta T sur 4 états delta X facteur de R2 moins R2 ou encore comme ça moins delta T sur 4 états R2 delta X sur 1 moins R2 sur 3. Voilà, alors M. Poiseuil, lui, il n'avait pas été guidé, donc ça garde son nom, toutes ces choses-là. Enfin. Donc vous voyez qu'on peut déterminer le profil de vitesse dans un fluide. Vous voyez ici que la vitesse maximale oui, donc c'est moins delta P parce que P décroît, hein, évidemment. Hein, ça pousse plus, enfin, il y a une perte de charge, hein, une perte de pression, ça pousse plus fort en amont qu'en aval, puisqu'il faut contrebalancer les forces de frottement qui empêchent le fluide de couler. Donc là, le moins delta P est positif. Donc on a Vmax qui vaut moins delta P. Vmax, on voit que ça, c'est bien maximal lorsque R est le plus petit possible. Et donc, c'est bien en R égale 0. On retrouve bien évidemment que la vitesse est maximale au temps. Donc, moins delta P sur 4 états R2 delta X. Alors, ce delta P sur delta X, en fait, c'est un delta P est proportionnel à delta X. Il y a une invariance par translation. Si vous allez 2 fois plus loin, vous avez perdu 2 fois plus. Enfin, le delta P est 2 fois plus grand. Voilà, et vous pouvez réécrire donc le profil de vitesse. C'est Vmax, facteur de 1 moins R2 sur R2. Donc si je trace ce profil, je vois que je cherche comment
dans la canalisation comme ça, on a une parabole en fait. Oui, ça c'est une parabole. Ça fait 0 sur les bords. C'est maximal au centre. Et c'est du second degré, c'est en R2. C'est un profil parabolique. Alors si j'avais eu le temps, j'aurais aimé vous faire calculer, suite de l'exercice, calculer la vitesse moyenne. Dans la conduite. Donc il faut faire la moyenne de V2R, mais attention, c'est la moyenne de V2R, chaque couche n'a pas le même poids dans cette moyenne. Puisque la couche externe a beaucoup plus de surface que la couche interne. J'ai fait une bêtise? C'est bien possible. Il est en dénominateur et en numérateur. Ah oui, merci. Merci. Indeed. Ouais. Merci. Oui. Plus la conduite est large, plus ça coule vite. Alors, calculer la vitesse moyenne dans la conduite. Eh bien, cette vitesse moyenne, c'est la somme des V fois de V2R fois la taille de la couche R, c'est-à-dire 2πr dr, divisé par la somme des 2πr dr, sommé de 0 à grand R. Juste aimer prendre le temps de le faire, c'est pas très compliqué, c'est intégrer un R carré, un R cube en haut, un R et un R cube, et en bas, ça c'est simplement R2, ça c'est la surface du... Et on trouve Vmax sur 2. Voilà. Ça prend 3 minutes, mais on n'a pas 3 minutes, donc vous le ferez vous-même. Enfin, ça prend même pas 3 minutes, ça prend 1 minute. Mais bon. Par contre, là, ça reste un détail. Merci. Ok, donc il se trouve que la vitesse moyenne, c'est Vmax sur 2. Du coup, que vaut le débit là-dedans? Q, débit volumique. C'est la surface fois la vitesse moyenne. En fait, c'est la somme de tous les petits débits de chaque couche, en fait. Chaque anneau a sa propre vitesse et sa propre surface. Donc le débit total, c'est la vitesse... Enfin, d'ailleurs, on l'a là. Le débit, c'est ça. C'est somme de 0R, de VDR, de πr dr. Et donc, c'est la vitesse moyenne fois ce terme-là, qui n'est rien d'autre que la surface du cylindre, c'est-à-dire pi grand R2. Et donc ça, c'est Vmax pi R2 sur 2. Autrement dit, excusez-moi d'accélérer un peu, mais autrement dit, QV, le débit volumique, je vais l'appeler juste Q si vous voulez. Volumique. Donc Vmax fois pi R2 sur 2, vous voyez que ça fait R4 puissance 4 divisé par 8 états fois moins delta P sur delta X. Ou, si vous le préférez, delta P égale moins le débit fois R4
sur 8 delta x. C'est vraiment la même chose. Voilà, ceci est la loi de Poiseuil, en l'honneur de M. Poiseuil, qui a fait ce petit calcul. Oui. Je me suis encore trompé. Où Ah, il y a un pi, oui. Il y a un pi, et c'est... Il est où le pi? J'ai dit. Oui, c'est pi R2, donc c'est pi en haut. Ça Et R4 sur 8. C'est ça, et c'est 8 et 4 sur 8. Pardon? En bas, il y a R4 sur 8. Et c'est là. Ah oui, là... Oui. Moins delta P égale... Ok, donc égale... Ah non, égale 8 état delta x sur pi r QV. Yes, voilà. Et ça, donc c'est le loi de Poiseuil, qui vous donne la perte de charge, enfin la perte de la différence de pression, la chute de pression dans une canalisation horizontale, hein, sinon il faut prendre en compte, comme on l'a vu avec Bernoulli, en plus, évidemment la différence d'énergie potentielle, etc. Là, la vitesse est la même partout, de toute façon, on est dans une conduite à débit constant. Voilà le lien entre le débit et la perte de pression. Et alors, donc, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein, quand vous faites couler un fluide visqueux dans une conduite, plus vous allez loin, moins il y a de pression. Et à la fin, vous ouvrez le robinet, ça ne coule pas. Si ça ne coule pas, si la pression en amont n'est pas assez grande, ça ne va pas couler. Si ça ne coule pas, ça coule nulle part. Hein, c'est que simplement, à ce moment-là, vous n'avez pas une assez grande force, la pression n'est pas assez grande pour vaincre les forces de frottement intégrées tout au long de la conduite, entre toutes les couches, etc. Et donc, voilà, la perte de pression est proportionnelle à delta x. Oui, c'est proportionnel à la longueur du tuyau. Plus on va loin, moins il y a de pression, ça décroît linéairement. Et ça dépend, c'est lié au débit, mais le point clé, où le débit est lié à la différence de pression, c'est plutôt comme ça que ça paraît assez évident. Le point clé ici, il y a deux points clés. Un point clé, c'est celui-là, c'est que vous voyez que c'est en R puissance moins 4. Autrement dit, si vous avez une petite section, si vous divisez par 2 la taille du tube, vous multipliez par 2 puissance 4, c'est-à-dire 16, la chute de pression. Donc la viscosité, ça se paye très cher sur des petits tubes. Si vous avez un petit tube, la chute de pression va être colossale. Et ça, c'est terrible dans la circulation sanguine, par exemple. Parce que les tuyaux dans le corps, c'est les veines, hein, les vaisseaux, les artères, c'est pas très gros. Et si jamais c'est encombré, si dans la horte vous mettez un petit caillot, d'un seul coup, ça se réduit violemment. Alors, en plus, après, l'écoulement devient turbulent. S'il devient turbulent, c'est pas bon, parce que c'est encore pire, la perte de pression. Donc, en tout cas, voilà, vous voyez que si on veut faire couler un fluide visqueux, il y a intérêt à pas prendre un tuyau trop petit, parce qu'on le paye à la puissance 4. Bon, c'est comme ça. Alors, l'autre point que je voulais mettre en lumière ici, c'est l'analogie avec l'électrocinétique. L'analogie avec l'électrocinétique, c'est marrant parce que j'ai fait cette analogie dans l'autre sens. Quand on a fait de l'électrocinétique, je me dis c'est comme s'il y avait, quand il y a une différence de pression, de tension, c'est comme s'il y avait une différence de hauteur et puis qu'on fait couler de l'eau qui va des potentiels élevés au potentiel bas. Bon, en fait, on retrouve cette analogie ici, c'est intéressant. Si on l'écrit de cette façon-là, oui, justement, si vous voulez le débit volumique, ça correspond à l'intensité du courant. Ça, c'est
combien de volume passe par seconde, et ça, c'est combien de charge passe par seconde. Donc c'est vraiment, c'est un courant. Hein. Courant électrique. Bon, bah, ça, c'est dQ de la charge sur dt, et ça, c'est d du volume sur dt. Et puis, en fait, vous avez l'analogie que la différence de potentiel, U, delta V, c'est delta P. La différence de pression. Donc vous avez une pression, si vous avez un potentiel V1, enfin bref, si vous avez vous avez V1, V2, la tension U1, 2, c'est V1 moins V2, c'est-à-dire moins delta V. Delta V serait V2 moins V1. La tension, c'est R fois le courant, si vous avez une résistance ici. Et bien ici, vous avez moins delta P, c'est-à-dire la tension de pression, quelque sorte. Vous établissez une différence de pression, ça va introduire un courant, exactement comme lorsque vous introduisez une différence de potentiel, ça introduit un courant avec une certaine résistance. Eh bien, la formule U égale RI, A pour analogue, c'est-à-dire moins delta V égale RI, A pour analogue, moins delta P égale une résistance hydraulique fois le débit. Donc ceci s'appelle la résistance hydraulique, par analogie. D'accord. Voilà, donc c'est U égale RI, et cette résistance hydraulique, dans le cas d'une canalisation circulaire, enfin cylindrique, section circulaire de rayon grand R, on a la résistance hydraulique, donc ça se lit là, hein, U égale RI, la différence de potentiel est égale à la résistance fois le courant, on voit que ça fait 8 état sur pi R4 fois delta X, bien sûr. Si vous prenez un tube 2 fois plus long et une résistance 2 fois plus grande, en fait, ça, c'est l'addition des résistances en série. Comme l'analogie est parfaite, hein, ce sont les mêmes types de grandeur et la même relation entre elles, avec une résistance qu'on a identifiée. Donc ça, c'est la résistance dans le cas de dans la situation de Poiseuille, quoi, pour un tuyau cylindrique. Vous voyez qu'elle est inversement proportionnelle donc, au rayon puissance 4. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, encore une fois. Oui, donc, dans la mesure où on a cette analogie complète, on peut écrire des lois des nœuds, enfin pas des lois des nœuds, on peut écrire comment les résistances hydrauliques s'ajoutent en série et en parallèle. C'est quoi en série, c'est quoi? C'est que vous avez un tuyau avec des résistances différentes. Alors, cette résistance, vous voyez qu'elle dépend évidemment de la viscosité, hein, ce qui correspond à la résistivité. Ça, c'est le ρL sur S de l'électrocinétique. L est là. Et puis la résistivité est donnée ici. Donc si vous avez en série comme ça des canalisations avec différentes valeurs de la résistance, c'est simple, vous avez les delta P, les chutes de pression, perte de charge, qui s'additionnent. Donc ici vous avez delta P1, ici vous avez delta P2, ici vous avez delta P3, et là delta P4. Quand vous avez le delta P total, c'est somme de delta PI. Mais chaque delta P, c'est RQV, enfin moins RQV, parce que
Donc c'est la somme des moins résistance hydraulique fois le débit. Mais le débit, c'est le même pour tout le monde, si c'est une canalisation. De même que si vous avez des résistances en série, bah, c'est le même courant qui passe dans tout le fil. C'est exactement la même chose. Et donc vous voyez ici, donc ça c'est... Vous voyez en fait que vous avez moins la somme des RI fois QV. Et donc, que vous avez la résistance totale qui est la somme des résistances. Donc en série, les résistances s'ajoutent, qu'elles soient hydrauliques ou électriques, c'est exactement pareil. Et en parallèle, c'est quoi en parallèle dans le cas de l'hydrodynamique? C'est que vous avez des dérivations. Vous avez une conduite, on a fait un exemple tout à l'heure, voilà, vous la dérivez en plusieurs boucles, et puis vous les ramenez ensuite avec. Enfin bref. À ce moment-là, entre la pression ici et la pression là, bah, c'est la même pour toutes les voies. On part du même point, on arrive au même point. Donc c'est le même delta P pour tout le monde. Donc vous avez delta P1 qui vaut par la voie 1, par la voie 2, 3, 4, qui vaut moins delta P1, qui vaut la résistance de la conduite 1 fois le débit dans la conduite 1. Mais ça vaut aussi R2 fois le débit dans la conduite 2. U égale RI partout, quoi, évidemment. R3, QG3, etc. Mais maintenant, c'est quoi le débit total? Le débit là. Il y a le débit là et là, c'est le même. Ça se subdivise, je ne sais pas comment ça va là-dedans. Enfin, si, je sais, ça va comme ça. Ça se subdivise. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on a la réponse à notre truc de tout à l'heure. Bon, bref. Oui, non, parce que. Pardon, bref. Il y a une différence de hauteur en plus. Ok, je n'ouvre pas cette parenthèse. QV, le débit total, c'est la somme de tous les débits. Donc c'est somme des QVI, pour tous les I. Et chaque QV, c'est le même delta P divisé par les résistances. Donc c'est la somme, alors avec le signe moins plutôt, parce que c'est moins delta P sur RI. Et c'est donc la somme des 1 sur RI fois moins delta P. D'où la résistance totale. Et ça, par définition, c'est 1 sur la résistance équivalente fois moins delta P. Et donc on voit que l'inverse des résistances s'ajoute en parallèle. C'est normal, c'est la même structure, c'est exactement la même chose. Au lieu de considérer un courant de charge, vous avez un courant de volume, un courant de matière à travers la conduite. Et donc ce qui joue le rôle de la différence de potentiel, c'est la différence de pression, parce que c'est bien ça qui met en mouvement le fluide. De même que c'est la différence de tension qui crée un champ électrique qui met en mouvement les charges. Vous voyez, on révise en même temps. C'est formidable. Et du coup, c'est même encore plus fort. C'est que puisque cette analogie est parfaite, parce que c'est vraiment la même chose, on peut déterminer la puissance dissipée par les forces de frottement visqueuses. C'est fort. C'est quoi la puissance dissipée dans la canalisation? Eh bien, c'est UI, d'accord? La puissance dissipée, la puissance par effet Joule. C'est un effet Joule en quelque chose, parce que forcément, cette énergie, elle va quelque part, elle chauffe. La puissance dissipée, ne l'appelez pas effet Joule, mais enfin, c'est l'idée, c'est simplement, donc c'est U fois I, et U fois I, c'est quoi ici? C'est moins delta P, hein, la différence de potentiel, enfin moins la différence de potentiel, parce que c'est entre le début et l'arrivée, pas entre l'arrivée et le début,
fois QV, enfin le courant c'est QV. Et donc ici, alors oui, et donc ça fait, si on écrit maintenant que moins delta P c'est R fois QV, on obtient la résistance hydraulique fois QV au carré, RI2. Ou, si vous préférez, delta P carré, enfin, moins delta P au carré, c'est delta P carré, divisé par la résistance hydraulique, U2 sur R. Donc, vous pouvez calculer la puissance dissipée dans la canalisation. Si on faisait un calcul effectif du F scalaire V, la force fois la vitesse sur toute la canalisation, on retrouverait la même chose en faisant ça. Vous rangez, c'est fini, c'est ça? Rien. Ah ouais. Juste un mot, mais vraiment sur Reynolds, parce qu'il n'y a rien à en dire. Je vérifie juste que je n'avais pas un truc méga important à vous dire. Non. Ah, il y aurait eu les frottements fluides, ça c'est pas grave, on fera une autre fois. Juste, donc, les écoulements turbulents, on définit, vraiment, désolé, ce sera qu'un mot, mais de toute façon, il n'y a rien d'autre à en dire. Pour un écoulement d'un fluide, visqueux, donc, on définit le nombre de Reynolds, Monsieur Reynolds, Lord Reynolds, Monsieur Reynolds, son nombre de Reynolds, ça s'écrit, je crois que je le note RE, je ne sais pas comment vous avez l'habitude, comme ça, c'est bien, ok. Et donc il est défini comme étant ρ fois la vitesse caractéristique fois la longueur caractéristique divisé par la viscosité. La viscosité dynamique, donc comme la viscosité cinématique c'était ρ, c'était état sur ρ, vous pouvez encore l'écrire V fois L divisé par nu en termes de la viscosité cinématique qu'on avait introduite. Bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, de toute façon c'est compliqué la turbulence, mais l'idée c'est que alors, longueur caractéristique, par exemple, pour une conduite circulaire, ça va être le diamètre. Et puis la vitesse caractéristique, ça va être la vitesse moyenne dans la conduite. Donc, c'était Vmax sur 2. Mais bon, c'est des ordres de grandeur, parce que si vous avez une section non pas cylindrique mais carrée, c'est quoi la longueur caractéristique? C'est la diagonale, c'est le cercle inscrit, le cercle circonscrit, c'est le côté ou c'est le rayon, enfin bref. Il y a des incertitudes dans la définition de ces choses-là, ça dépend de la structure, de la géométrie des choses. Donc voilà pourquoi le critère que je vais énoncer là est un critère assez flou, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le nombre de Reynolds d'un écoulement, d'un fluide, enfin d'un écoulement, ça dépend de la géométrie du problème, de la masse volumique et de la viscosité et de la vitesse, lorsque le nombre de Reynolds est plus petit que environ 2000, on a un écoulement laminaire, c'est-à-dire bien gentil, comme on a fait depuis le début. Et si le nombre de Reynolds est plus grand que, disons, 3000, on a un écoulement turbulent, c'est-à-dire c'est le bazar, ça bouge dans tous les sens, il y a des tourbillons à différentes échelles, ça peut être compliqué. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que alors vous voyez que si la vitesse augmente, le nombre de Reynolds augmente. Donc si vous faites couler dans une conduite ou dans n'importe quelle situation, si l'écoulement est à petite vitesse, ça va aller. Si vous commencez à augmenter la vitesse, ça va augmenter le nombre de Reynolds. Par contre, si vous augmentez la viscosité, vous voyez que ça diminue le nombre de Reynolds. Et oui, c'est beaucoup plus difficile de faire un écoulement avec des tourbillons dans du miel. Il faut booster vraiment fort. Donc en général, si la viscosité est élevée,
ça va être bien laminaire, les couches frottent tellement les unes sur les autres, enfin bon bref, c'est un peu avec les mains, mais vous voyez l'idée. Donc retenez ça, et retenez aussi que c'est à peu près, parce que tout dépend de comment on définit vraiment les longueurs caractéristiques, ça dépend un peu de la géométrie du problème. Et entre les deux, eh ben, c'est intermittent, de temps en temps, ça change tout le temps. Enfin, pardon, vous n'avez pas les mêmes noms? Non, parce que la valeur entre inférieur à 1, c'est laminaire, et Ah non. supérieur à 10, c'est turbulent. Ah ouais, carrément? Ah non, inférieur à 1, là, c'est quand même un peu violent. Vous savez qu'est-ce qu'il y aura en